promis. Israël allait faire le boulot, détruire le Hamas, le Hezbollah, éradiquer pour 1000 ans au moins tout risque de terrorisme au travers le monde. Le Proche-Orient, remodelé, allait faire le bonheur de l'Occident. Même les terroristes égorgeurs issus de Daesh, Al-Nosra, allaient être domptés et devenir, comme par magie, des modérés. Établir en Syrie un gouvernement inclusif, tolérant sur le plan religieux. Depuis la fin de l'année, les attentats se multiplient à nouveau, comme à la pire époque des attentats de 2015 en France, en Allemagne, aux USA. À qui le tour ensuite ? À quoi ressemble ce terrorisme nouveau 2.0 ? Qui est réellement derrière ? Jusqu'où cela peut-il nous mener ? Nos experts vous répondent tout de suite après cela. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir, nous sommes sur Géopolitique Profonde. C'est un plateau de géopolitique qui nous attend, qui vous attend ce soir, que nous avons confectionné comme chaque semaine, avec l'envie toujours de vous informer au mieux sur l'actualité, et l'actualité du moment, qui sera le terrorisme international. Ce sera évidemment un des thèmes de cette émission. Mais on se demandera quand même, parce qu'on n'est pas totalement naïf sur Géopolitique Profonde, de savoir d'où ça vient, alors qu'on nous avait promis tout à fait l'inverse. Venez nous rejoindre. Et voilà, le 19e, il est arrivé, il est tout beau, il est tout chaud. De la revue de Géopolitique Profonde. Venez nous rejoindre. Une semaine de gratuité, version numérique, version papier, ce qui vous donnera le droit ensuite à l'accès à l'espace privé. Et ce n'est pas du luxe actuellement, à une formation en décentralisation financière. À la bonne vôtre, hein, le café ou de l'eau, c'est tout ce qu'on se permet, s'autorise sur le plateau de Géopolitique Profonde. Il fut un temps où c'était autrement. La loi Evin est passée par là. Vous avez, c'est les étrennes, l'épiphanie approche. Les rois mages, c'est lundi. Je pense d'ailleurs que l'église le fête dimanche, ce qui est un tort. Lundi, c'est lundi. Il faut compter 12 jours entre Noël et l'épiphanie. Mais en tout cas, ça vous donne accès à des produits dérivés sur Géopolitique Profonde, que ce soit les mugs, que ce soit les casquettes, les suites à capuche, bonnet et le fameux. On verra, tiens, si on va poser la question à quelqu'un aujourd'hui pour continuer ce concours de « il ne faut pas avoir peur ». Mais évidemment, celui qui détient pour le moment et qui est en tête sur cette prononciation, c'est Mike Borowski, que nous avons eu hier. Hein. Vous avez vu quelle prestation encore, quel artiste. Bien, eh ben, je me retourne tout de suite vers mon compère, celui avec qui je fais ces émissions de Géopolitique Profonde, qui n'est autre que Laurent Arthur Duplessis. On va être content aujourd'hui, on sera plusieurs patrons d'émissions de Radio Courtoisie. Oui. Et on va en présenter un autre dans quelques minutes. Mon cher Laurent, géopolitologue, un des fondateurs du Figaro Magazine, de multiples livres, entre autres, sur cette troisième guerre mondiale qui ne nous a jamais autant pendu au bout du nez. Et alors, la dernière en date, on pensait qu'on avait tout vu. On se demandait si la guerre allait être déclenchée plutôt au Proche-Orient, plutôt en Europe de l'Est, plutôt dans l'Indo-Pacifique. Et alors, qu'est-ce qui n'arrive pas là ? Ce qu'on avait pourtant un peu subodoré, c'est-à-dire le risque d'un retour, alors qu'on pensait que ça en était terminé, du terrorisme international. Attentat en Allemagne sur un marché de Noël, attentat à la Nouvelle-Orléans, quelque chose d'assez étrange à Las Vegas qui s'est passé, dont on va pouvoir parler. On nous reparle de Daesh, de l'État islamique, de contrées d'Asie centrale, de Pakistan, d'Afghanistan. Est-ce que vous pouvez décortiquer, décoder l'actualité de la semaine pour nous ?
Tout à fait. En effet, il y a un revenant, c'est l'État islamique, sous la forme de l'État islamique au Khorasan. Le Khorasan, ça désigne une zone géographique, grosso modo, qui va du Proche-Orient, du Moyen-Orient, jusqu'aux confins de la Chine. Et cet État islamique au Khorasan est une mauvaise surprise pour les optimistes occidentaux qui croyaient qu'une fois privé de sa base territoriale en Syrie et en Irak, l'État islamique allait se dissoudre totalement et ne jamais renaître de ses cendres. Et en fait, l'État islamique au Khorasan, c'est en quelque sorte retrouver une base territoriale dans la partie nord-est de l'Afghanistan et nord-ouest du Pakistan, dans des zones montagneuses très difficilement accessibles. Et cet État islamique au Khorasan a commencé il y a quelques années déjà à projeter des attentats contre l'Iran des Mollahs, contre les talibans afghans, et puis contre les Russes, notamment l'attentat du Crocus à Moscou, qui a été un attentat très meurtrier. Et l'État islamique au Khorasan a des visées terroristes contre l'Europe, contre les États-Unis aussi. L'auteur de l'attentat de Louisiane s'est réclamé dans des vidéos de l'État islamique au Khorasan. Alors il faut dire que l'État islamique au Khorasan n'a pas encore revendiqué l'attentat tout de même. Mais lui, l'auteur de l'attentat se réclame de l'État islamique au Khorasan. Il a eu des contacts manifestement par Internet. Alors, effectivement... Ancien militaire, ancien de l'Afghanistan. Oui, et converti à l'islam parce qu'il n'est pas né musulman. Oui. Et effectivement, l'État islamique au Khorasan se signale à l'attention des services de renseignement occidentaux par l'originalité de ses méthodes, en fait. Parce que ce sont les gens qui encadrent l'État islamique, et on l'a vu déjà dès le fils en Algérie dans les années 90, sont des gens très cortiqués, comme on dit. Ce sont souvent des gens extrêmement intelligents, beaucoup sont très diplômés, très instruits, et ils ont des méthodes très modernes. Et ça me fait penser au vrai-faux attentat du 11 septembre. Oui, ça, hein. Oui. Et l'État islamique au Khorasan repère en Occident des gens qui sont souvent qui sont d'origine, par exemple, d'Asie centrale ou d'Afghanistan ou du Pakistan, du Caucase, mais qui sont souvent bien intégrés dans la vie occidentale. C'était le cas à un moment donné de l'auteur de l'attentat de Louisiane, qui a fait 10 ans dans l'armée américaine, qui était un informaticien d'excellent niveau, et qui était ensuite... qui s'est lancé dans l'immobilier. Dans l'immobilier, et là, il a fait faillite. Il a fini dans un mobil-home. Il croule sous les dettes, il vivait dans un mobil-home, dans un quartier pauvre de Houston. Donc on nous raconte qu'il a basculé en l'espace d'à peine un an dans la radicalisation. Absolument. Et en très peu de temps, il s'est radicalisé et il est passé aux actes de la façon que l'on sait, c'est-à-dire très meurtrière. Et c'est effectivement très inquiétant parce que il y a une espèce de lien plus ou moins intense, plus ou moins ténu ou intense, qui peut unir l'État islamique au Khorasan très loin, avec des gens qui ne sont pas bien dans leur peau en Occident et qui finalement trouvent dans le terrorisme islamiste un cheval de bataille. En fait. Mais alors moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est un terrorisme qui vient plutôt d'Asie centrale, entre les anciennes républiques de l'URSS, Ouzbékistan, on parlait aussi du Tadjikistan éventuellement, et puis Pakistan,
Afghanistan. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs depuis la fin des années 70, début des années 80, dans ces hautes montagnes? C'est pas clair. On a des moudjahidines, on a des talibans, on a, il semblerait que ce Daesh en question, cet État islamique, soit très hostile aux talibans, Oui. parce qu'il y a deux versions, on le sait bien dans l'islamisme. Il y a une version plutôt nationale, et là on est plutôt sur des versions internationalistes, donc souvent plutôt l'axe sunnite que chiite, celui-là même qui a triomphé en Syrie. Oui. Et justement, qu'est-ce que l'on a vu au Moyen-Orient? C'est que le centre de gravité dans la région s'est déplacé d'un axe de la résistance qui est chiite, piloté par l'Iran chiite, vers un islamisme sunnite qui reprend maintenant le contrôle de la région sous le parrainage de Erdogan, le président turc. Et le centre de gravité s'est déplacé donc au Moyen-Orient vers un sunnisme qui est majoritaire en termes de population au Moyen-Orient, mais qui l'est aussi dans l'ensemble du monde musulman, puisque les sunnites représentent 85 à 90% du monde musulman. Je dirais qu'en quelque sorte, c'est un ordre naturel qui reprend le dessus par rapport à l'intermède chiite, qui, depuis l'arrivée de Khomeini en 1979 à la tête de l'Iran jusqu'à des temps récents, avait pu établir cet axe de la résistance avec beaucoup de coûts financiers et une très forte structuration par les gardiens de la Révolution, qui était notamment piloté par l'extraordinaire et talentueux Soleimani, qui a été exécuté par les Américains, oui. mais qui était véritablement un grand organisateur. Et voilà que le monde sunnite reprend l'avantage maintenant. Donc le côté internationaliste, oui. à pouvoir faire des attentats un peu partout dans le monde, et c'est ce qu'on découvre à nouveau. Et ça nous promet beaucoup de problèmes en Europe. Alors pourquoi l'Asie centrale, l'Afghanistan, etc. Parce que justement, comme il y avait eu une très très forte pression contre l'État islamique en Irak et en Syrie, et notamment, il faut bien le dire, avec des coups décisifs portés par les Russes quand ils sont intervenus, parce qu'avant, ça lambinait un petit peu. Et c'est vraiment les Russes qui ont été le tournant pour abattre l'État islamique au Moyen-Orient, avec leur aviation. Et il faut se souvenir qu'avant l'intervention des Russes, il y avait des norias de camions-citernes entre les puits de pétrole de Deir ez-Zor, dont l'État islamique avait pris le contrôle, une noria de camions-citernes ininterrompue jusqu'à la Turquie. Ils entraient en Turquie très tranquillement, et là, de Turquie, ils étaient revendus sur les marchés internationaux, avec donc la complicité, bien sûr, d'Erdogan, et avec les Américains qui fermaient les yeux. Il y avait même un général américain qui avait dit « on ne peut pas arrêter ces convois, parce qu'on tuerait d'innocents chauffeurs de camions ». Laurent Arthur Duplessis, vous vous êtes posé une question, vous n'y répondez pas. Pourquoi l'Asie centrale? Eh bien justement, j'étais en train d'y répondre. C'est que justement, comme à un moment donné, c'est devenu malsain pour l'État islamique au Moyen-Orient, notamment grâce à l'intervention des Russes, eh bien, du coup, les zones de confort pour l'État islamique se sont déportées du Moyen-Orient vers l'Asie centrale et l'Afghanistan. C'est ça la réponse. C'est la réponse. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, mais bon, j'aurais aimé en effet plus de rapprochement avec le crocus et tout ça. Mais enfin, on a notre dernier invité est arrivé et j'allais lancer Nicolas Mirkovic. À ce moment-là, évidemment, les choses se télescopent toujours à ce moment-là. Nicolas Mirkovic, qui préside l'association Est-Ouest, donc qui a pour objet de rapprocher les Européens de l'Ouest et les Européens de l'Est. Son dernier livre, L'Amérique Empire, aux éditions Temporis. Nicolas Mirkovic, nous avons déjà eu dans une émission de plateau de Géopolitique Profonde. On est enchanté de vous avoir à nouveau. On vous souhaite, au nom de l'ensemble des équipes de Géopolitique Profonde, une excellente année. Nos meilleurs vœux pour l'année 2025. Vous avez entendu ce qu'a dit Laurent Arthur Duplessis, qui a planté un peu le décor sur cette menace terroriste mondiale. Je dirais que nombre d'experts pensaient que la messe était dite, Kazan, un basculement du monde, la Russie qui l'emporte en Ukraine, Trump qui est élu aux États-Unis.
Et puis finalement, ce que nous attendions peut-être le moins, c'est-à-dire cette résurgence éventuellement d'un terrorisme islamiste. Alors, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vous souhaite également une très belle année 2025, pleine de joie évidemment et de combats gagnés, notamment en faveur de la vérité, qui manque actuellement dans nos médias dominants français. Pour attaquer ce sujet du terrorisme, en effet, on voit qu'il y a un regain. Le terrorisme ne disparaîtra jamais. Ça, c'est une certitude et on voit qu'au sein même du monde musulman, c'est une arme qui est utilisée par une fraction de ces musulmans qui voient dans le terrorisme une façon de faire avancer le dar à l'islam, le combat, l'avancement de l'islam. Pour autant, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Laurent auparavant, je pense qu'on doit quand même faire un petit peu attention, parce que c'est pas si évident que ça de savoir qui sont ceux qui tirent les ficelles. On a deux types de terrorisme. Vous savez, le terrorisme, il y en a eu beaucoup d'attentats terroristes en Europe. Si on regarde les années 70, 80, vous regardez le TA, vous regardez le FLNC, même si c'est un autre niveau, vous regardez la fraction, la Rote Armee fraction en Allemagne, on avait des groupes organisés. On avait des groupes qui étaient capables d'envoyer des cellules qui dormaient dans un endroit, qui ne faisaient pas de bruit, qui sortaient quand ils recevaient un code, qui étaient extrêmement mobiles et qui faisaient des attentats impressionnants, avec des immeubles qui sautaient, avec des responsables politiques qui étaient assassinés. On a eu, après, dans un autre domaine, le 11 septembre, où carrément, normalement, d'après l'histoire officielle, des pilotes auraient été formés pour piloter des avions, plus d'une dizaine de personnes auraient été impliquées. Et là, tout d'un coup, on se retrouve, alors je mets l'histoire du Crocus de côté, en Europe, avec des individus isolés, a priori sans organisation, sans financement derrière, qui foncent avec des voitures béliers dans des marchés, qui foncent dans des fêtes, qui vont tuer des personnes au couteau dans la rue. Donc c'est un peu bizarre dans cette situation de voir que le mode opératoire change. Et je me pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a ces loups solitaires? Est-ce qu'ils sont vraiment pilotés? Est-ce qu'ils font partie d'organisations? Est-ce qu'ils se revendiquent d'un islam radical parce qu'ils copient ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils croient être une partie de l'islam? Et donc, ils se lancent dans des aventures seuls, c'est extrêmement compliqué. Donc, je tiens juste à nuancer l'évolution de ce type de terrorisme. Après, il est clair que nous avons clairement des fêlés dans cette communauté, des vrais terroristes, des assassins qui sont prêts à tuer. Je rappelle aussi que le sujet de l'État islamique est un sujet qui est extrêmement compliqué. On a bien vu qu'avec ce qui se passe en Syrie, ceux qui se revendiquaient non pas de l'État islamique, mais d'Al-Qaïda, le Hayat Tahrir al-Sham, qui prend le pouvoir, qui faisait partie des descendants d'Al-Qaïda, donc le gros ennemi des États-Unis, ceux que les États-Unis ont accusés directement d'être responsables des attentats du 11 septembre, en 2001, qui prennent le pouvoir, et tout d'un coup, ces terroristes d'hier, qui étaient des terroristes pour le régime de Bachar al-Assad, en tout cas, ça c'est certain, deviennent tout d'un coup des personnes respectables, responsables. On envoie des émissaires des États-Unis, d'Europe pour rencontrer ces personnes. Et j'aimerais rappeler aussi que dans les fameux dossiers qu'Julian Assange, a dévoilé au public, on a quand même des échanges de responsables, de proches de Hillary Clinton qui parlent du financement d'une partie de ces groupes terroristes par des grandes puissances pétrolières du Golfe. Donc derrière ce terrorisme, il y a en effet, je pense qu'il faut regarder à la fin de chaque attentat, cui bono, à qui est-ce que ça sert, et se rappeler aussi que derrière ces mouvements, on a un modèle terroriste qui a évolué dans le monde et qui a des États qui sont parfois impliqués dedans, qui a des enjeux politiques, et qu'un groupe comme Al-Qaïda, du jour au lendemain, devienne respectable parce qu'ils ont chassé Bachar al-Assad et qui contrecarrait des plans de certains pays de la région, des États-Unis et de l'Europe, ça c'est certain aussi. C'est aussi quelque chose qui doit être pris en considération parce qu'on doit essayer de comprendre qui est-ce qui pilote ces fous, qui est-ce qui manipule ces fous qui sont prêts à commettre des attentats au nom de l'islam. Et juste, je voudrais terminer sur ce point parce que je pense que c'est important. N'oublions pas que le monde musulman a été chamboulé et que nous avons notre part de responsabilité. Les États-Unis en tout cas ont soutenu les musulmans les plus extrémistes en Afghanistan contre l'URSS dans la guerre d'Afghanistan dans les années 80. Ils ont financé, ils ont armé les Moudjahidines, que derrière les atlantistes, les pays membres de l'OTAN ont soutenu des djihadistes en Bosnie-Herzégovine contre les Serbes, contre l'armée yougoslave, que nous avons donc appuyé en Syrie
ces mêmes djihadistes, vous savez, je ne sais plus quel est le terme, mais c'était les djihadistes responsables ou Oui, il y avait modéré. voilà, des islamistes modérés. Selon monsieur Des islamistes Séjourné. modérés, voilà, ça a le goût du terrorisme, ça ressemble à du terrorisme, mais c'est pas du terrorisme. Canada Dry, ouais. Et voilà, c'est ça, le Canada Dry de l'islamisme radical. Donc, tout ça est extrêmement compliqué et il faut faire tout de suite attention de voir, voilà, pour bien déceler pour qui a fait ça, quels sont ses liens, quelles sont ses relations, qui finance la personne et à qui profite le crime à la fin. Vous aimez nos émissions ? Ouais, Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.